Ça change de certains hôtels qu'on a fait. Là, ça va être la salle où on va faire le buffet. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer après s'il y a du monde avec les va-et-vient. Ils nous offrent le café et le thé d'ailleurs. Et là, on arrive vers la salle. Là, ce sera pour donner les badges. Et voilà, donc, la salle de conférence, ici. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les lunettes tropiques sont heureuses de vous accueillir ce soir pour cette conférence et vous remercie toutes et à tous d'être présents. Je voudrais tout d'abord remercier le docteur Joseph Burstein, ophtalmopédiatre attaché, consultant des hôpitaux Saint-Vincent-de-Paul et La Pitié-Salpêtrière, d'avoir bien voulu animer cette soirée. Le docteur Burstein abordera le sujet donc, de la vision du bébé et de l'enfant. Tropique a décidé de s'investir plus que jamais dans une campagne de sensibilisation et de dépistage précoce des troubles visuels chez le bébé. C'est pourquoi, avec la participation de tous les opticiens partenaires Tropique du 77, nous avons invité de très nombreuses personnes qui sont en contact direct avec la toute petite enfance, des pédiatres, hôpitaux, PMI, crèches, conseils généraux, sans oublier bien sûr les ophtalmologistes et les orthoptistes, sans lesquels rien ne pourrait être fait en la matière. Je vous remercie de votre attention et je donne tout de suite la parole au docteur Joseph Burstein. Bon, je vais vous parler du monde de la vision du bébé, de ses réalités, de ses problèmes aussi. Si j'emploie un mot, des mots trop compliqués, vous avez le droit de m'arrêter. Je vous conseille de m'arrêter si vous avez des questions à vous poser, de façon à ce qu'on ne se les pose pas à la fin, mais qu'on se les pose au fur et à mesure. Je pense que c'est nettement plus agréable. Discuter des choses importantes dans ce domaine-là. Alors il y a des choses qui sont importantes, qui devraient être importantes, qui ne sont pas obligatoirement pris en compte. Comme vous le savez, des gens qui s'occupent uniquement d'enfants, il y en a très peu en France. Quand vous organisez des réunions à la Société française d'ophtalmologie s'occupant de pédiatrie, il y a moins d'une centaine de personnes dans la salle. Et pas obligatoirement, toutes ces personnes sont très impliquées dans le... Et elles ont envie en tout cas d'écouter parler de l'enfant. Ce qui est dommage parce que c'est dans les premières années, dans les premiers mois, que se joue la vision de l'enfant. Et c'est un élément important qu'on devrait absolument tenir compte. Si vous avez envie de vous intéresser beaucoup plus à ce genre de problème, il y a deux mises au point qui sont importantes, que vous pouvez lire, sur lesquelles il y a des résumés, puis il y a des textes complets qui sont parfois un peu compliqués, mais il y a tout. Ce sont le rapport qui a eu lieu il y a quelques années de l'ANAS à l'époque, le sigle a changé, qui s'intitule « Dépistage des troubles de la vision de l'enfant ». Et il y a un deuxième ouvrage qui lui est beaucoup plus épais, puisqu'il n'est plus une centaine de pages, mais c'est 600 pages au total, qui concerne les troubles de la vision de l'enfant. Et cet ouvrage est important. Il y a un résumé qui fait 20 pages. Il y a un résumé encore plus court qui fait 3 ou 4 pages. Mais si vous avez envie de vous intéresser, d'avoir des références sur le sujet, c'est facile à consulter. C'est en ligne sur les sites de l'ANAS et la Haute Autorité de Santé, je crois maintenant. Il est
l'INSERM, c'est sur le site de l'INSERM, c'est disponible en ligne. Alors j'ai fait beaucoup de diapos, je ne vous montrerai pas tout, quand vous serez fatigué, j'arrêterai, et puis on y va. Je voudrais vous dire quelques éléments qui sont importants parce qu'ils concernent le développement de l'enfant, et je voudrais vous lire de façon simple ce que j'ai écrit, parce que c'est important, et je voudrais vous l'expliquer. Un contexte neurologique va compliquer de façon singulière l'exploration des capacités visuelles de l'enfant. Si vous avez un enfant qui a des problèmes, essentiellement neurologiques, quand ils sont tout petits, ça va vous compliquer le problème. Ce n'est pas toujours facile à faire, c'est un examen qui devient beaucoup plus difficile. D'autre part, un déficit visuel en rapport ou fortuitement associé à une pathologie neurologique ou générale va atténuer, si on en prend garde, les capacités de développement de l'enfant. Et ça, je voudrais que vous ayez bien ça en tête. Un enfant qui ne voit pas va avoir des problèmes de développement, de communication, de rapport avec les autres, qui sera très très important. Donc il faut vraiment en tenir compte. La vision joue un rôle fondamental dans le développement affectif, moteur et cognitif de l'enfant. D'accord ? Certaines atteintes ophtalmologiques font partie intégrante de bon nombre de pathologies neurologiques. Elles peuvent constituer le point d'appel et aider au diagnostic étiologique ou inversement être découvertes à l'occasion du diagnostic neurologique. L'enfant est très très important, mais l'œil peut lui rendre service puisque l'œil fait partie intégrante du cerveau, c'est une émanation du cerveau. Et c'est pratiquement un élément du cerveau. Donc l'ophtalmologiste est présent dans beaucoup de situations, que ce soit du point de vue neurologique ou du point de vue général. L'ophtalmologiste est présent dans la plupart des hôpitaux, il donne une aide, il apporte une aide à la plupart de nos collègues, de temps en temps en fournissant même le diagnostic. Donc, en particulier chez l'enfant qui est un sujet qui ne parle pas, quand vous avez un diagnostic facile à voir, il faut demander à la personne compétente qui peut vous l'apporter. Les différents stades du développement de la vision sont beaucoup mieux connus actuellement, ce qui nous permet d'apprécier une vision normale ou anormale à chaque tranche d'âge. Ça signifie que quand vous regardez les yeux de l'enfant, et je vais vous rappeler à plusieurs reprises qu'un enfant, ça se regarde. Le plus important, c'est pas de faire un examen complémentaire, c'est de le regarder. Vous êtes capable de dire en le regardant, vous devriez être capable de dire en le regardant, si son développement visuel est normal ou s'il est anormal. J'ai eu cet après-midi un enfant qui m'était envoyé par un collègue pédiatre qui trouvait qu'il y avait des oscillations des yeux. Quand on examinait bien cet enfant, on était en effet capable de dire qu'il avait des oscillations, mais qu'il avait simplement un retard de développement de son oculomotricité. Et ça, on le voyait simplement en le regardant. C'est-à-dire que la plupart des éléments étaient déjà en place, mais pratiquement, il avait la vision, alors que c'était un enfant de 3 mois et demi, il avait la vision d'un enfant qui il avait une motilité, plus exactement qu'une vision, d'un enfant qui avait un peu moins de 1 mois. Donc on peut se rendre compte à peu près de la façon dont ces choses évoluent. Le développement de la vision s'effectue parallèlement à celle de l'oculomotricité, et toute entrave à l'un des systèmes retentit sur l'autre. Très très important. Quand vous avez un œil qui ne bouge pas bien, l'enfant ne verra pas bien. De la même, si un enfant ne voit pas bien, il a de fortes chances d'avoir un œil qui bouge mal également. Les techniques d'examen diffèrent selon les âges et les possibilités de réponse de l'enfant. On ne va pas examiner un enfant de la même manière
si l'enfant a 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans ou 10 ans. Les techniques sont... C'est ce qui fait la difficulté de l'examen de l'enfant. C'est-à-dire que il faut connaître les différents stades de la vision, et en plus, il faut savoir utiliser les différentes techniques à chaque moment et à chaque âge. Quels sont les éléments qui vont vous permettre de savoir à quel moment ce qui va et ce qui ne va pas au niveau de la vision de l'enfant? Il y a des réflexes qui sont présents d'emblée. C'est le réflexe de clignement des paupières à la lumière violente, le réflexe photomoteur, c'est-à-dire la contraction de la pupille à la lumière, les réflexes du gueux poupée, la possibilité qu'a l'enfant de suivre quand on lui tourne la tête, quand il est suffisamment éveillé, et ça c'est pratiquement dès la naissance. Et le fait qu'il puisse résister quand on essaye de lui fermer les yeux. Ce sont des réflexes qui sont pratiquement constants. Après, vous allez avoir des petites variations tout au long du temps. Entre un enfant qui va voir à peu près correctement déjà, vous avez l'impression, à 1 semaine, et celui qui aura déjà encore des difficultés à bien voir à 2-3 mois, il y aura des petites nuances, des variations. Les réflexes de 2 à 4 semaines. Surtout, ce qui est important, c'est la distinction d'un objet mobile. C'est-à-dire que si vous commencez à peu près à 2 à 4 semaines, l'enfant est capable de s'arrêter si vous passez avec le zizi-goulou que vous avez en salle de consultation. Il commence à utiliser ses 2 yeux ensemble. Il commence à bien fonctionner avec ces 2 yeux ensemble. Un peu plus tard, entre 4 semaines et 10 semaines, il apparaît un réflexe de convergence et le réflexe d'accommodation. Tout ça, je vous le dis, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on doit savoir en examinant l'enfant. C'est une habitude que l'on doit avoir en sachant que est-ce que c'est bien comme ça, est-ce que c'est pas bien comme ça. Ça, c'est le dire que c'est comme ça, je l'ai écrit, parce que spontanément, je sais comment ça se passe à cet âge-là. Le plus simple, c'est de le savoir. C'est pas obligatoirement de l'apprendre par cœur, c'est de vivre avec, en fait. De 3 à 6 mois, l'enfant commence à utiliser vraiment ces 2 yeux ensemble. Et l'utilisation des 2 yeux ensemble va se faire vers l'âge de presque de façon définitive à l'âge de 6 mois. On donne des constantes qui sont assez classiques. À la naissance, 1/20, à 3 mois, 1/10, à 9 mois, 3/10 et à 1 an, 4/10. C'est pour faire plaisir aux parents, ça ne sert pas à grand chose. Ce sont des examens qu'on fait en recherche. Vous faire un bébé vision pour s'en apercevoir, mais il est beaucoup plus important de regarder l'enfant que du... Bon, les parents vous le demandent toujours, donc il faut avoir la réponse, mais ça n'a pas grande importance. Enfin, l'enfant voit dès la naissance, c'est le plus important, même s'il voit à sa manière à lui. La sensibilité au contraste, elle apparaît très tôt, mais elle a un développement très très long. Et elle apparaît de façon presque complète uniquement que vers l'âge de 10-13 ans. Donc ça, c'est une évolution qui est relativement lente. Alors la vision des couleurs, c'est une question également qu'on vous pose très souvent. Et on la pose probablement de façon tout à fait erronée, parce que
souvent, vers l'âge de 3 ans, si vous demandez à un enfant que si c'est du rouge, il va vous dire que c'est du vert, rien que pour s'amuser, parce que c'est sa façon de répondre. Mais en fait, la vision des couleurs apparaît très tôt, vers la 5e semaine, et elle est pratiquement installée de façon définitive à 18 mois. Alors comment on sait ça? Il y a des tests de recherche qui sont capables de nous dire que la vision est installée à 18 mois. Mais entre ce que l'enfant voit et ce qu'il est capable de dire, il y a une très très grosse différence. Et l'enfant ne s'exprimera de façon correcte, et en particulier avec des tests que vous puissiez apprécier, que vers à peu près 5 ans. Alors de temps en temps, ils répondent un petit peu mieux et un peu plus vite. Mais ne demandez pas à un enfant d'être sûr de vous donner des réponses avant l'âge de 5 ans. Les tests sont toujours très difficiles à faire avant. Même les tests adaptés aux tout petits, puisqu'il y a par exemple un test dit de Baby Dalton. Très souvent, les enfants regardent le test mais ne comprennent pas ce qu'il y a dessus. Ils sont incapables de vous répondre à ce test. Donc, le test est positif quand l'enfant est capable de vous donner la réponse. Quand il ne vous donne pas la réponse, ne dites pas que c'est anormal. Attendez qu'il soit plus grand. Faites patienter les parents. Pas toujours très facile, mais il faut. D'accord? Ah non? Non, c'est le téléphone, pardon. Alors, le champ visuel, il a également un développement relativement lent, et c'est vrai que quand l'enfant commence à voir, souvent, il a un pôle d'intérêt qui se centralise à la partie centrale, et le champ visuel qui est relativement réduit augmente progressivement pour être à peu près complet vers l'âge de 1 an. Les techniques d'examen sont relativement simples. On n'a pas pu faire d'examen, malgré les recherches, en particulier de François Vital-Durand et puis d'autres, capables de faire des tests très tôt pour l'enfant quand on a besoin d'évaluer un champ visuel. La plupart du temps, quand on évalue un champ visuel chez l'enfant, on utilise ses mains, c'est ce qui est le plus efficace. Alors comment on explore un enfant, comment on le voit? Le plus important, c'est de le regarder. Alors, le regarder, ça paraît une évidence, mais on ne sait plus regarder. Quand on est ophtalmologiste, on a tout un tas d'instruments. Il y a même certains confrères qui ont des salles complètes remplies d'instruments, on ne peut même plus rentrer dedans, et on ne sait plus utiliser son regard. Alors, j'arrête pas de répéter que la plupart des diagnostics chez l'enfant sont réalisables en regardant. Ça paraît exagéré, mais c'est pas vrai. Il faut prendre l'habitude de regarder les enfants. Si vous êtes pédiatre, lors de la consultation, regardez ses yeux, comme vous regardez un enfant quand il est. Quand il est plus grand, regardez-le rentrer dans votre salle de consultation. C'est important. Dire bonjour aux parents, c'est bien. Si c'est pour l'enfant, regardez-le marcher. Regardez-le se mouvoir, voir comment il fait. C'est une chose importante. Alors, le regarder, c'est le plus important. L'examen qui vient après, si vous voulez savoir si l'enfant voit, si l'enfant est capable de suivre, c'est surtout l'attraction à la lumière. Alors, il y a deux types d'attraction à la lumière. Il y a la lumière douce, qui est très possible très tôt. Quelle que soit la lampe, il faut qu'elle soit relativement douce. Quand elle est en contraste, un enfant la suit relativement tôt. Quand elle est violente, la lumière, quand c'est un spot d'examen par exemple, l'enfant ferme systématiquement les yeux quand il y voit. Et cet examen qui paraît de temps en temps un peu violent, l'ophtalmologiste arrive et met son spot dans les yeux de l'enfant, est un excellent signe de la vision de l'enfant quand on se pose des questions sur la vision de l'enfant. Donc ne pas hésiter à le faire la lumière douce, là on est gentil, on est truc, et puis un gros spot dans la figure, là on est quand même beaucoup moins bien. Oculomotricité, l'oculomotricité,
ça se regarde. Et c'est vrai que c'est très très important et que beaucoup des diagnostics difficiles chez l'enfant se font quand on regarde bien l'enfant. Ma collègue ce matin dont je vous avais parlé, qui est pédiatre, a simplement regardé les yeux de son enfant et avait noté des disparités par rapport à un enfant de cet âge qui lui paraissait normal. Elle avait fait le diagnostic, si elle n'avait pas le nom, elle avait vu qu'il n'y allait pas. Voir qu'un enfant converge, voir ses pupilles. Voir les pupilles, c'est simple. C'est les regarder, voir si elles sont de même taille, que ce soit dans le clair ou dans le sombre. Chez l'ophtalmologiste, c'est plutôt dans le sombre. On regarde leur taille, on regarde si l'autre réagit, et puis on fait également un très très bon test qu'on utilise plus souvent chez les neurologues, qui est l'occlusion alternée, mais qui est également un bon test, la stimulation lumineuse alternée, pardon, excusez-moi, qui permet de savoir en particulier quelle est la pupille qui réagit le moins. On nous envoie très souvent des histoires de pupilles, avec des pupilles asymétriques. La pupille qui ne fonctionne pas et la pupille qui réagit le moins à la lumière quand on fait une stimulation alternée. C'est la façon de se dire, ça se passe à droite, ça se passe à gauche. Si vous avez une pupille plus grande, une pupille plus petite, est-ce que c'est la pupille plus grande qui est anormale? Est-ce que c'est la pupille plus petite qui est anormale? La poursuite oculaire, c'est toujours avoir des choses des jouets dans votre salle de consultation. Ça encombre mon bureau, il y en a plein, il y en a sur les meubles, il y en a sur ma table d'examen. C'est très très important. C'est pas des choses élaborées, mais être capable de faire fixer un enfant, c'est pas toujours évident. Donc essayez d'avoir toujours des jouets soit contrastés, soit curieux, soit différents, de façon à ce que ça vous permette d'avoir le suivi de l'enfant. Alors, il est bien connu que quand je vais dans un congrès, les différents stands savent que je suis preneur et que j'en ai toujours. Donc, faites la même chose. Souvent, les laboratoires n'ont plus le droit de nous les apporter, c'est les nouvelles voies, mais lors des congrès, on a le droit. En particulier, s'il y a un congrès international à Paris, vous y allez. Et en parlant d'ophtalmo, souvent, ils ont ce genre de choses. C'est plutôt bien étudié, en plus, généralement. Il y a des boules, il y a des personnages grotesques. La dernière fois, c'était une espèce d'autruche à plumes. Très remarquable, hein. Très, très très bien pour la poursuite oculaire. Et puis pour intéresser les enfants quand vous parlez avec les parents également. Alors, il n'y a pas que regarder. Les ophtalmologies qui s'occupent d'enfants utilisent les tests, certains tests aussi. Le plus simple, c'est les tests de vision de relief. J'en ai vu que vous en aviez là-bas. Où est-ce qu'elle est Oui, oui. Vous avez des tests qui sont les tests de Tropic. Hein. Vous voyez là? Oui, oui, c'est pas facile. Hein. D'accord? Alors, ces tests-là sont valables comme le baby Dalton, uniquement quand ils sont positifs. C'est-à-dire quand l'enfant est capable de repérer. Alors théoriquement, pour le test de langue, il est écrit qu'il faut que l'enfant parle et pointe. Mais en réalité, ces tests peuvent être positifs largement avant. Avant que l'enfant parte et que l'enfant parle. Quand un enfant s'arrête et comme ça, vous savez que c'est positif. Et ça arrive très souvent. Il faut savoir un petit peu de patience, le mettre dans la bonne direction, et l'enfant est arrêté par l'image. Donc ça, c'est un bon test. Ça signifie qu'il y a déjà, même s'il a 3 ou 4 mois,
un embryon de vision binoculaire. Donc ça, c'est un excellent test. Alors, il y en a plusieurs, hein. Je vous conseille d'en prendre plusieurs, parce que les enfants qui consultent à différentes reprises connaissent les tests par cœur. Donc ça c'est pas valable, hein. Faut en tenir compte. Alors Tropique en a 2, les autres en ont 2 aussi. Donc moi j'ai les 4, donc il doit y en avoir d'autres, hein. Donc je vous conseille de les prendre. Ça c'est le... Non, ça c'est un... C'est un relief aussi. Oui, c'est un relief aussi. Bon là il est moins... Ah si, oui, ça y est. Et en fait on regarde de l'autre côté par le petit trou. Ouais. Voilà. Alors c'est le système du test bébé vision à peu près. Quand l'enfant regarde ici, vous êtes sûr que qu'il regarde l'étoile, vous êtes sûr qu'il a une vision binoculaire aussi. Donc ça c'est un test simple, hein, auquel les enfants peuvent répondre très tôt en fait. Alors c'est écrit, je vous dis, je ne sais plus, sur le test de langue, ça a dû être écrit 18 mois ou quelque chose comme ça. À partir de 3-4 mois, vous y arrivez. Hein. Alors, il y a le test bébé vision, les examens et puis l'acuité visuelle. Alors, l'acuité visuelle chez un enfant, la plupart du temps, c'est 2 ans et demi, avec des tests adaptés, bien entendu, à l'enfant. Le test bébé vision, il faut l'avoir. Hein. Je veux dire que je suis un mauvais élève, je l'utilise assez peu, parce que chez l'enfant, il me semble qu'il ne soit pas très important d'avoir une bonne acuité visuelle, mais mesurer, le principal c'est d'avoir une bonne acuité visuelle. Et puis si l'enfant a une mauvaise acuité visuelle, il faut l'apprécier, mais avoir un chiffre exact, c'est probablement un peu moins important chez le tout petit. Donc le test bébé vision qui est positif jusqu'à peu près 18 mois peut être utile, surtout pour les suivis, en particulier de certaines maladies. Mais il n'est pas obligatoirement la panacée et on sait qu'il y a quand même un certain nombre d'erreurs qui est lié à ce test. Hein. Puis il y a les examens ophtalmologiques, l'empafant de Fontaine. Il y a les tests d'orthoptique et le travail de l'orthoptiste qui doit être adapté au petit. On parle du bébé, donc certaines orthoptistes, comme certains ophtalmologistes n'aiment pas les enfants, certains orthoptistes non plus. Bon, pas tout le monde peut aimer les enfants. Hein. Et en plus, certains sont un peu odieux, hein, donc les autres c'est très bien. Alors le champ visuel, la technique c'est variable. Alors la plupart du temps c'est la main. Hein, et en discutant avec l'enfant, regardez s'il voit arriver votre main. Ça peut être un objet. De façon de la recherche de meilleurs tests, c'est d'avoir quelqu'un qui soit derrière avec une boule qui montre le champ visuel. Et puis il y a les techniques instrumentales, que ce soit le Goldman ou les appareils automatiques, mais qu'on va faire beaucoup plus tard. Les appareils, le Goldman, on l'utilise vers l'âge de 6 ans, les appareils automatiques plutôt vers 7. Alors je sais bien que nos amis suisses de Genève ont fait un système d'appareils automatiques utilisables à partir de l'âge de 3 ans. Mais ça dure 1 heure et eux ont arrêté de le faire parce qu'ils n'avaient pas le temps, comme tout le monde, quand on s'occupe d'enfants, on n'a pas le temps de passer 1 heure pour faire un champ visuel obligatoirement compliqué. Alors il y a des techniques plus compliquées, qui sont les techniques électriques, qui sont l'électrorétinogramme, le potentiel évoqué visuel, qu'on utilise assez facilement quand on s'occupe d'enfants. Des examens anatomiques, comme les échographies, des examens d'angiographie fluorescénique qui ne sont pas obligatoirement faciles chez tout petit, qu'on évite de faire parce que c'est une énorme instrumentation, mais qu'on peut faire chez le plus grand. Puis les différentes radios, je vous rappelle que le cerveau commande les yeux et que les voies visuelles occupent une bonne partie du cerveau. Donc, de temps en temps, si vous avez un doute sur le fonctionnement des voies visuelles ou du cerveau, l'imagerie est importante.
Alors voilà, je voulais vous dire quelques mots, puisque j'avais participé du travail de l'INSERM, et le travail de l'INSERM était très intéressant parce que c'était pour vous expliquer un peu comment on avait fonctionné. Il y avait bien entendu des ophtalmologistes pédiatres comme le docteur Defort de Lille, le docteur Pelos de Trousseau, le docteur Pekchatz de Strasbourg. Mais il y avait également le docteur Le Gargazon qui s'occupe de l'exploration fonctionnelle. Il y a le François Vital-Durand que tout le monde devrait connaître, qui est un laboratoire INSERM à Bron qui s'occupe du développement de la vision du bébé. Serge Portalier qui s'occupe d'enfants malvoyants à Lyon. Pierre Lévy, c'est un économiste. William Laine, c'est un opticien. Jacques Charrier, c'est un monsieur qui s'occupe d'exploration fonctionnelle, qui est à Lille et qui est passionnant parce qu'il est vraiment impliqué dans l'ophtalmologie. Et Catherine Arnaud est une épidémiologiste. Donc quand on avait fait les recommandations de ce point de vue-là, il n'y avait pas que les ophtalmologistes. On avait tenu compte en particulier, il y avait un monsieur qui s'occupait d'économie. Quand il parlait, on lui demandait de nous traduire certains de ces termes d'ailleurs. On n'est pas très adapté. Alors, le plan des recommandations se présentait de cette manière-là. C'était, il faut dépister les troubles visuels chez le petit, il faut prendre en charge les enfants qui ont un déficit visuel, il faut former et informer, on est là pour ça, et puis il faut développer la recherche, c'était les éléments qui étaient importants. Alors, je voudrais vous faire part des recommandations qu'on avait faites à l'époque et vous faire part un peu de certaines choses. D'abord, un enfant sur 7 a des problèmes de vision. Ça représente 550 000 enfants entre 0 et 5 ans. C'est un problème qui est important. Alors, on n'en tient pas vraiment compte dans ce qui est politique, on a du mal à faire bouger les gens, mais c'est un problème important. Il y a 130 000 amblyopes en France. L'amblyopie fonctionnelle guérit systématiquement avant l'âge de 2 ans, alors qu'il y a simplement 50% d'amélioration après 5 ans. Donc le problème, il vaut mieux le prendre avant 2 ans qu'après 5 ans. Alors je sais bien, après 5 ans, ils parlent, donc c'est plus facile. Mais avant 2 ans, ils sont capables de s'exprimer, on est capable de voir des choses. Donc il faut vraiment s'occuper de ces choses tôt, le plus tôt possible. Mais c'est vrai que pour faire bouger les choses, c'est pas facile. 70 000 enfants ont des lésions organiques, dont 400 sont malvoyants. Alors, je suis contre le nouveau cahier, le nouveau carnet de santé de l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est un bon carnet de santé pour le pédiatre et l'enfant. Pour ce qui est du dépistage des troubles de la vision, on oublie de signaler que quand il y a quelque chose d'anormal, il faut le faire consulter et consulter tôt. Et ça, je trouve, je suis toujours contre ce fait-là. Je me suis très fortement heurté à la dame responsable du carnet de santé. Je vais la voir la semaine prochaine, je vais lui rappeler d'ailleurs. Du point de vue développement de l'enfant, c'est bien. Du point de vue dépistage, ils n'en tiennent pas suffisamment compte. Alors je sais bien, en France, il n'y a pas suffisamment d'ophtalmologistes capables de dépister tous les enfants. Mais il faut quand même faire penser aux gens que quand on est pédiatre, que l'enfant est à risque, qu'il y a des problèmes dans la famille, que l'enfant a des problèmes qui risquent de s'accompagner de signes ophtalmologiques, il faut consulter. Et ça, c'est pas suffisamment inscrit. Et la seule chose qui était inscrite dans le carnet santé précédent, c'était le test bébé vision à l'âge de 9 mois. Alors ce problème, c'est que, en effet, c'était, premièrement, il n'y avait pas des bébés vision partout. Deuxièmement, c'est un risque d'erreur.
Donc ils ont préféré supprimer cette notion et ils l'ont remplacée par rien du tout. Et à aucun moment, il est écrit qu'il faut consulter un ophtalmologiste. Si vous voulez ne pas passer à côté de certaines anomalies, vous avez intérêt à demander à un ophtalmologiste qui connaisse le problème de voir vos enfants. Donc pour moi, c'est une erreur. Alors, quels sont les... Vous n'êtes pas d'accord? Quelqu'un n'est pas d'accord? Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein? Mais ça, je vais vous répondre, hein? Mais moi, je ne suis pas tellement d'accord. J'écoute. Et je suis ophtalmo, et je Oui. m'occupe d'enfants. Et moi, je pense qu'il y a très peu d'ophtalmos qui savent examiner, qui ont la patience d'examiner des enfants. Et que Tout donc, à fait d'accord. Ah, oui, oui, il vaut mieux, à mon avis, examiner un enfant de 3 ans correctement que de mal l'examiner à 1 an parce que l'enfant crie, parce qu'il pleure, parce qu'il a faim, parce qu'on ne sait pas s'y prendre, parce qu'on a du mal à travailler avec les enfants, et puis rassurer faussement les parents. Alors, l'erreur, c'est que quand on ne sait pas examiner un enfant, c'est de rassurer les parents, c'est sûr. De dire que l'examen est globalement normal et les parents restent bien contents. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans le dépistage général des enfants. C'est-à-dire qu'on nous dit, et moi je veux bien, c'est vrai, si on les traite tous à 2 ans, c'est beaucoup plus facile, on obtiendra bien meilleurs résultats. Mais je pense qu'il n'y a pas le nombre d'ophtalmos capables d'examiner les enfants à l'âge de 2 ans. Alors oui, alors il peut y avoir en effet, dans certains cas, on le sait bien, puisqu'il y a certaines études qui ont été faites. Hein. Ils ne savent pas examiner les enfants. Ah bah si. Alors là, oui. Enfin, moi, je alors, on sait qu'il y a des études qui ont été menées. Il y a des études qui ont été menées dans certains endroits. La plus belle, c'est dans le Nord, hein, où il y a eu une très belle étude qui était coordonnée par un ophtalmologiste, mais pour lequel le dépistage était effectué par des orthoptistes. Et incontestablement, c'est quelque chose qui marchait bien. Mais il y a beaucoup de municipalités, certains départements qui arrivent à monter dans les municipalités des centres de dépistage dans les PMI ou dans les crèches. On était à Bordeaux il n'y a pas longtemps à la congrès, justement, ils arrivent à monter ça. Ça permet de faire un dépistage fabuleux. Le problème, c'est qu'il faut après qu'on monte au niveau des finances. Alors, ça dépend du département, voilà, ce genre de problème. Alors, ceci étant, ça fonctionne depuis des années dans le haut ou bas, je ne me souviens pas. Donc, ça fonctionne dans le milieu aussi, en Saône-et-Loire également. Il y a dans le Nord. Donc, toutes les bonnes volontés sont de mise. Le seul problème, c'est qu'en effet, on ne pourra jamais, actuellement, dans l'état actuel de l'ophtalmologie et française, voir tous les enfants. C'est pas possible. Alors, ceci étant, si vous m'envoyez des enfants à l'âge de 6 mois ou 9 mois, moi je suis preneur. Hein. Il y a beaucoup de mes collègues qui me les envoient, et donc, mais je ne suis pas seul. Madame Spechatz, qui est patronne à Strasbourg, quand on lui envoie un enfant de 9 mois pour examen systématique, elle dit oui. Donc, ça fait partie. Si vous êtes en rapport avec un ophtalmologiste qui s'occupe d'enfants, il vous les prendra avec grand plaisir. Pourquoi? Parce que à ces âges-là, généralement, on demande le premier examen quand on a l'habitude et qu'on est particulier quand vous avez un enfant à risque, mais même de façon systématique. Le plus simple d'examiner un enfant, c'est entre 9 mois et 1 an. C'est l'âge où c'est le plus facile. Plus tard, ça devient un petit peu plus difficile. Mais entre 9 mois et 1 an, c'est le plus facile. À ces âges-là, vous ne trouvez pas beaucoup d'anomalies. Mais quand vous en trouvez, ce sont des anomalies essentielles qui vont faire de gros dégâts. Donc, c'est important de bien les dépister. Alors, quels sont les types d'anomalies qu'on peut dépister alors? Donc, les troubles de la vision, bien entendu,
les myopes chez le petit, c'est très rare, mais ça existe. Et généralement, quand il y a des myopies qui existent chez l'enfant, elles sont généralement fortes. Ce n'est pas des myopies de -1, quand vous avez un enfant qui a 2-3 mois qui est myope. C'est plus souvent des myopies de -10. Donc on a intérêt, ces enfants-là, à les dépister tôt. Parce que le rapport, quand vous avez une myopie de -10 avec les parents et l'entourage, il est très difficile. Il m'est arrivé une fois d'avoir un enfant dont la mère était infirmière, qui m'emmène son enfant parce qu'il avait une myopie de -10, mais elle ne le savait pas. Le pédiatre de la crèche avait trouvé que l'enfant louchait. L'enfant ne louchait pas, mais il avait une myopie de -10. J'ai dit, mais vous êtes en contact avec des enfants à longueur de journée? Vous n'êtes pas aperçu que votre enfant avait des troubles de la vision? La maman a dit non. Le jour où on lui a mis la première paire de lunettes, la mère, la première chose qu'elle a dite, mon enfant n'est plus le même. Il a un comportement très différent. Et ça, vous devez le faire pour ces enfants. Donc, les astigmatismes, les visions asymétriques, l'estrabisme, ça, c'est des petites anomalies, tout compte fait. Les petites malformations oculaires, par exemple, un petit manque au niveau de l'iris, le colobomyrien, ou une petite tache sur le cristallin, une petite, qui va vous entraîner un astigmatisme et vous troubler la vue. Ce sont des anomalies qui ne sont pas très importantes, mais qui peuvent entraîner une perte d'un œil. Donc je ne suis pas d'accord avec le carnet de santé. Alors il y a bien entendu, quand vous occupez d'ophtalmopédiatrie, des choses qui sont beaucoup plus lourdes. C'est en particulier les pathologies des milieux transparents. On appelle pathologie du milieu transparent tout ce qui s'oppose au passage de la lumière pour aller sur la rétine. Et les deux principaux chez le tout petit, c'est la cataracte et le glaucome, qui sont des anomalies qu'il faut suivre, souvent opérer très rapidement. Donc ça fait partie des déficits qu'il faut dépister. C'est pour ça que l'œil du pédiatre est important. Si vous trouvez quelque chose d'anormal, que ce soit une pupille blanche pour une cataracte, un regard qui paraît pas très anormal, un diamètre de cornée qui est anormal, un œil qui paraît anormal, ne pas hésiter, parce que ça, ce sont certaines fois des urgences. Un glaucome congénital, il est opéré quand le diagnostic est fait dans la semaine qui suit, ou plus tard. Donc il faut vraiment le faire rapidement. Puis il y a les maladies de cornée, qui sont encore plus rares. Il y a certaines maladies qui sont des maladies congénitales de la cornée, qui entraînent des œdèmes de la cornée, des opacités de la cornée. Ça, ce sont des prises en charge un peu lourdes, avec opérer des enfants de greffe de cornée, par exemple, à ces âges-là, c'est des choses difficiles. Et puis vous avez également, en anomalie importante, c'est les atteintes de la rétine, puis les atteintes, les malformations qui sont importantes de l'œil. Il y en a certaines qui sont importantes. Ces anomalies doivent être prises en charge de façon précoce. Même si on n'opère pas vite, tout ça, il faut s'en occuper vite. Un enfant qui est malvoyant, il faut s'en occuper vite. Parce qu'un enfant qui est malvoyant va avoir des problèmes pendant toute sa vie, mais si vous le prenez en charge plus tôt, que vous en occupez plus tôt, il aura beaucoup moins de problèmes quand il sera adolescent. Et le développement, une aide à une malvoyance, est une chose très importante. Donc, prendre en charge ces enfants tôt, et généralement de façon globale. C'est-à-dire que quand il y a une anomalie associée, il faut qu'on s'entende avec les autres intervenants. C'est important de discuter avec le pédiatre. Un enfant qui a une mauvaise vision, il faut absolument qu'il soit vu par l'ORL pour vérifier si son audition est bonne. Il faut vérifier que du point de vue neurologique, il n'y ait pas autre chose. Tout ça, ça doit être fait et fait relativement rapidement. Alors, pourquoi il y a des problèmes en France? Alors, je dis qu'il y a des problèmes en France, mais il faut bien savoir qu'il y en a moins
que dans d'autres pays, comme par exemple au Canada ou aux États-Unis, où il n'y a aucun dépistage qui est fait. Aucun. Sauf dans certains centres aux États-Unis, dans certaines régions. Mais globalement, il n'y a pas aucune idée, aucune notion de dépistage élaboré aux États-Unis. Ce n'est pas le cas dans les pays nordiques. De temps en temps, c'est au contraire très très bien fait et très très bien organisé, dès le plus jeune âge. Donc, ce sont les références qu'il faut suivre. Alors, pourquoi c'est difficile? Parce que un œil qui ne voit pas, c'est pas obligatoirement évident à bien le voir. C'est pas obligatoirement... quand on regarde l'enfant, quand on le regarde bien, on voit qu'il ne voit pas bien, mais l'œil peut paraître complètement normal. Il y a, en France, pas suffisamment de structures qui s'occupent des cas compliqués. Les gens ne connaissent pas ce genre de problème. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. C'est pour vous rappeler que ça existe et qu'il faut s'en occuper. C'est vrai que quand on discute et quand on fait un rapport, après, il faut discuter avec le ministère, il faut discuter avec tous ces gens-là, et que c'est vrai que les ophtalmologistes ne sont pas obligatoirement plus doués que les autres pour discuter avec des politiques. Le corps médical est mal formé à l'ophtalmologie pédiatrique. Alors déjà que l'ophtalmologie, ce n'est pas obligatoirement la tasse de thé du corps médical, puisque les études de l'enseignement de l'ophtalmologie n'est pas obligatoire dans la plupart des facultés. Alors on ne vous parle pas de l'ophtalmologie pédiatrique. Pour connaître l'ophtalmologie pédiatrique, il faut être intéressé par ça. Ce qui fait que quand on a des internes, par exemple, dans les hôpitaux où je travaille, on n'hésite pas à leur répondre à leurs questions et leurs interrogations, parce que c'est eux qui vont être intéressés ou pas être intéressés à ce genre de choses. Donc, si on n'a pas de pédiatre qui s'intéresse aux yeux des enfants, on va avoir un manque sur le dépistage qui va être important. Or, le dépistage, c'est ce qui est le plus important. Et actuellement, en dehors de quelques structures, sont souvent le médecin généraliste ou le pédiatre qui vont voir les enfants, puisqu'il n'y a pas d'examen ophtalmologique obligatoire en France, et qu'il ne risque pas d'y en avoir avant quelques années. Puis c'est vrai, quand on en parle en politique, on voit que ce n'est pas leur tasse de thé, que la seule chose qui est intéressante, c'est que ça fait un petit peu moins de consultations pour le déficit de la sécurité sociale. C'est ce que vous avez fait comme question, comme réponse pratiquement le représentant du ministère lors de la conférence de presse qui avait été donnée lors de la publication du rapport INSERM. Comment ça commence? Mais ça commence très tôt. Ça commence in utero. Les yeux, il faut les regarder in utero. C'est pas toujours très facile. Parce que les trouver sur une échographie, c'est pas facile. Mais il y a de plus en plus, les appareils sont de plus en plus performants et on commence à voir les yeux de plus en plus tôt. Donc, quand il y a des anomalies qui sont, par exemple, si vous avez certaines anomalies qui sont malformatives très sévères et qui sont à risque de transmission, je parle par exemple de microcéphalie ou d'anephtalmie sévère, on peut faire le diagnostic très tôt, et dans ces cas-là, en plus quand ils sont associés à d'autres signes, envisager une interruption de grossesse par exemple. Donc le dépistage, ça peut commencer très tôt. Alors c'est surtout vrai très très jeune in utero dans les cas de maladies familiales ou oculaires, ou de maladies générales également. Ça demande un échographiste qui ait l'habitude d'examiner les yeux, ce qui n'est pas évident, mais les appareils sont de plus en plus performants. Et même quelqu'un qui est performant peut passer à côté de certaines choses. Même quelqu'un qui est performant peut diagnostiquer certaines choses qui ne vont pas apparaître
après, lors de la naissance de l'enfant. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Donc, on peut dépister des choses, il ne faut jamais dire que c'est une anomalie, parce que vous allez avoir l'évolution qui va se faire. Et puis quand il y a des notions familiales, c'est important de discuter avec le généticien, de savoir ce qui va se passer et ce qui ne va pas se passer. Alors, il y a différents aspects. L'œil est visible à partir de la 11e semaine, il y a quelques grosses malformations, et puis il y a certaines anomalies que l'on va pouvoir traiter pratiquement à la naissance. C'est en particulier les glaucomes congénitaux. Si vous le diagnostiquez à la naissance, vous pouvez prévoir la naissance dans une maternité où il y a un bloc opératoire qui s'occupe d'ophtalmopédiatrie pour opérer dans la foulée. D'autres fois, quand vous avez une anomalie au niveau de l'œil et vous ne savez pas, dès la naissance, la maternité peut vous prévenir et que vous ayez prévu une consultation de l'enfant dans la première semaine de vie. Ça nous arrive assez souvent avec la maternité de Saint-Vincent. Et c'est vrai que de plus en plus, ils nous demandent de passer les voir lorsqu'ils ont une anomalie échographique. C'est peut-être des choses un peu bizarres. Par exemple, les séquelles de vascularisation au niveau du vitré. Vous vous retrouvez avec une opacité au niveau du vitré et vous ne savez pas souvent si ça va être une cataracte, ça va être une grosse opacité du vitré qui risque d'entraîner des problèmes, ou quelque chose qui sera absolument bénin et sans conséquence. Donc il faut discuter avec l'échographiste, savoir ce que c'est, ne pas hésiter à répéter les examens de façon à prendre les dispositions et savoir ce qu'il faut faire à ce moment-là. Et c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça va créer des situations qui sont complètement nouvelles. Bon, passons à autre chose parce que c'est l'échographie, ça intéresse les gynécos, il n'y en a pas dans la salle. Donc. Alors à la naissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder les yeux des enfants. Ça fait partie de la checklist théorique d'un pédiatre de maternité. Il faut regarder. C'est le plus important. Il n'y a pas besoin d'instrumentation. Mais ce n'est pas obligatoirement facile. Parce que écarter les paupières d'un nourrisson, c'est ce qu'il faut faire pour voir si le globe derrière est normal. C'est pas facile quand ils sont tout petits. Donc il faut que vous le fassiez systématiquement quand vous êtes pédiatre de maternité. Pensez à apprendre le geste d'écarter les paupières avec vos deux doigts. Ça paraît facile à dire, mais c'est pas facile à faire chez un enfant qui vient de naître, ou dans la première semaine. Mais il faut le faire pour regarder si le globe est normal derrière. Ce serait dommage de ne pas écarter les paupières et de se retrouver derrière devant une double cataracte obstruante qui sera diagnostiquée par le pédiatre qui prendra en charge l'enfant à 3 mois. Alors qu'on aurait pu s'en occuper dès la naissance. Vous avez une technique particulière parce que je suis pédiatre en maternité et je confirme que c'est très difficile. Non, c'est une question d'habitude. Vous le faites comment? Avec mes doigts. Les doigts, les pulpes à plat. C'est là qu'on pose le doigt. Oui. Le doigt ou la paupière? Sur la paupière. Le doigt, on le pose sur la paupière comme ça. Non, parce que vous savez que les enfants ont parfois des yeux très édémacés les premiers jours. Oui, c'est pour ça que c'est pas facile. Mais je le confirme. Alors généralement, alors le problème c'est qu'actuellement on met les mères et les enfants à la porte au bout de 3 jours. Mais il y a une époque c'était une semaine et c'était mieux parce qu'au bout d'une semaine c'était beaucoup plus facile. Bon, il faut faire avec ce qu'on a. Alors qu'est-ce qu'on regarde essentiellement à ce moment-là? La taille du globe.
Parce que l'œil, le globe a une taille normale. Hein. Est-ce qu'il y a une pupille blanche? Est-ce qu'il y a une tache blanche au niveau de l'œil? Non. Mais il faut regarder également le visage. Vous regardez les paupières. Il faut regarder. Alors, quelles sont les anomalies qu'on peut détecter à la naissance? Il y a un cas qui est un peu particulier, c'est celui des malformations majeures du visage. Des enfants qui ont de grosses malformations du visage. C'est un cas où il faut vraiment faire un examen ophtalmologique relativement complet. Je crois que là, c'est l'ophtalmologiste qui doit s'en occuper. En particulier quand un enfant a différents colobomes au niveau du visage, un visage mal fait, il y a probablement une atteinte oculaire associée. Donc à ce moment-là, je crois que c'est l'ophtalmologiste qui est obligé de le faire. C'est le cas en particulier de des formes un peu moins sévères où l'ophtalmologiste doit voir l'enfant, c'est celui où il y a une craniosténose, par exemple. Comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'un enfant a un œil mal formé? Alors la première des choses, c'est de savoir s'il y voit. Alors à la naissance, c'est pas possible. Hein. Mais rapidement, l'enfant va voir. Hein. Et donc si l'enfant n'y voit pas, il faut se poser des questions. Il faut voir. Et puis si vraiment vous avez la certitude qu'il n'y voit pas, il faut rapidement demander un avis ophtalmologique pour savoir. Et puis s'il y a une anomalie, l'explorer avec l'aide des différentes personnes qui sont utiles dans ces cas-là, qui sont le pédiatre. Le pédiatre fait toujours partie d'un bilan de malformation oculaire. Le neurologue, le neuropédiatre dans ce domaine-là, et puis les radiologues. Qu'est-ce qu'on répond aux parents qui nous posent souvent dans les premiers mois de la vie la question toute banale, docteur, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Mais qui vous voit déjà? Madame, il vous voit? C'est le plus important. Dès la naissance, il voit sa maman. Alors la question mieux posée, il voit jusqu'à quelle distance? Qu'est-ce qu'il voit? Mais les enfants ne sont pas intéressés par ce qui se passe à distance. Oui, c'est pas la question. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que les enfants ne vivent dans un monde, au départ, qui est relativement proche. Donc leur vision est utile pour ce qu'ils ont à faire. Même s'ils ont 4/10 à l'âge de 1 an, ça leur est largement suffisant pour ce qu'ils ont à faire, les enfants. Ils n'ont pas à regarder un écran là, à regarder des diapos au fond de la pièce. C'est pas le travail d'un enfant de 1 an. C'est le travail d'un papa de 40 ou de 50 ans, mais c'est pas... L'enfant est différent. Les gens posent des questions en fonction d'eux-mêmes, souvent. Mais il faut essayer de les mettre à la place de leur enfant dans ces cas-là. Ce qui n'est pas évident. Parce qu'ils réagissent toujours en fonction d'eux. Alors il y a des choses qu'on voit de façon évidente. Hein. Il suffit pas... Là c'est des grands, mais le jeune homme de gauche, hein, il était comme ça pratiquement à sa naissance. Hein. Il a quand même une tête un peu particulière, hein, vous ne trouvez pas? Alors qu'est-ce qui vous semble le plus anormal chez cet enfant-là? Comment? Ah non, c'est pas ça le plus important. Ah, il a trouvé. Non, c'est ça. Il a une bosse osseuse qui est là. Alors quand on regarde ces orbites, ils ont une forme un peu particulière aussi. Mais en fait, c'est une maladie bizarroïde. Personne n'a réussi à me donner le nom de cette maladie. Pourtant, il y a eu tous les grands comptes français de la question. Et c'était un os qui croissait en plus. Donc ça, on fait le diagnostic à la naissance. Hein. Ben oui, il a été opéré plusieurs fois hein, pour enlever de l'os, parce que sinon, ça empêchait la circulation du liquide céphalorachidien. Alors après,
Après, on va regarder ses yeux. Ils ont quoi, ces yeux, surtout? Qu'est-ce qui vous frappe sur ses yeux? On peut en coucher de soleil, non? Non, pas du tout, non. Il regarde pas au même endroit, on dirait. Il a qu'un œil rouge. Ils ont une lueur pupillaire différente. Non mais c'est important parce qu'un œil rouge. La ça lueur veut dire qu'il y a un pupillaire œil est qui différente. pas au même endroit. Maintenant que vous le savez, vous savez. Hein. L'œil rouge. Le gauche. Il a une asymétrie. Non, non, c'est son orbite qui est asymétrique, ça. En fait, il avait une cataracte de ce côté-là. Et quand on regardait ses yeux, de temps en temps, on trouvait qu'il avait une lueur un peu curieuse de ce côté-là. Il avait une énorme myopie parce que il a l'œil qui était également un petit peu plus saillant, mais comme c'est de face, vous le voyez. Quand un enfant se présente comme ça, vous dites qu'il y a quelque chose, hein? Alors là, il n'y en a pas, oui, en effet. Et là, c'est quoi ça? Il y a les ophtalmologistes doivent savoir ça, non? Alors c'est un kyste, ça. Donc là, il n'y en a pas, mais là, il est mal formé et l'œil, il y a un œil et un kyste. Donc c'est l'association des deux. Ça, le diagnostic, on le fait en regardant l'enfant. Hein. Donc regardez vos enfants. Donc il faut les regarder. D'accord, hein, là, on voit qu'il y a des anomalies là. Hein. Bon, c'était